Je m'appelle Iris Ashford. J'ai 31 ans aujourd'hui. Ingénieure en informatique, fondatrice d'une petite entreprise, je suis le genre de personne qui arrive tôt, et qui repart tard. Mais, quand j'avais 9 ans, mes parents m'ont conduite dans un ranch équestre, dans l'est de l'Oregon, et m'ont laissé sur le porche, avec une simple valise en plastique. Mon grand-père, Henry Ashford, se tenait sur le pas de la porte. Il a regardé leur voiture disparaître, sur un chemin de gravier. Il n'a pas fait de signe de la main. Eux non plus. 10 ans plus tard, ses mêmes parents se sont pointés à ses funérailles. Vêtus de costumes noirs impeccables, ils parlaient de famille, de justice, et d'une centaine de millions d'euros qui, selon eux, leur revenaient de droit. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Grand-père avait déjà tout signé. Et, lorsque l'avocate a ouvert ce document, devant une salle remplie de témoins, le visage de ma mère est passé de l'arrogance à la pâleur cadavérique, en 4 petites secondes chrono. J'y viendrai. Mais d'abord, laissez-moi vous ramener au jour où ils m'ont abandonné. C'était en août. Je m'en souviens, car l'air sentait l'herbe sèche et le fil de fer brûlant, et mes baskets collaient à la banquette en vinyle, dans la Buick de mon père. Nous roulions depuis 6 heures, en provenance de Portland. Personne ne m'avait adressé la parole, depuis la station-service de Bend. Ma mère, Diane, assise à l'avant, feuilletait un magazine. Mon père, Glenn, conduisait d'une main. L'autre tapotait la coudoir, comme s'il comptait les minutes, impatient d'être ailleurs. Lorsque nous nous sommes engagés sur le chemin de terre, qui menait aux écuries Ashford, ma mère s'est enfin retournée. Elle ne m'a pas regardé. Son regard s'est posé au-delà de moi, sur la valise. « Tu auras ta propre chambre », a-t-elle déclaré. Grand-père a une grande maison. C'était là tout son argumentaire. C'était l'unique explication fournie, pour abandonner une gamine de 9 ans, à un homme de 70 ans, qu'elle n'avait croisé que 2 fois, à Noël. Glenn a porté mon sac jusqu'au porche, et l'a déposé, comme on livre un colis encombrant. Il ne s'est pas accroupi. Il ne m'a pas prise dans ses bras. Diane est restée dans la voiture, le moteur allumé, la vitre entr'ouverte de quelques centimètres. Je me tenais sur la dernière marche, et je l'ai regardée. Elle a croisé mon regard une demi-seconde. Puis, elle s'est tournée vers Glenn, et a prononcé une phrase, que j'ai à peine saisie à travers la vitre. Mais j'en ai entendu assez. C'était celle que nous pouvions nous permettre de perdre. La Buick a fait marche arrière. Le gravier a crissé sous les pneus, et le seul bruit restant fut le grincement du vieux moulin à vent, derrière la grange. Il tournait, lent et régulier, dans la chaleur du mois d'août. Il semblait avoir tourné bien avant mon arrivée, et continuerait de le faire, bien après que tout le monde ait oublié mon existence. Je suis resté sur ce porche un long moment, assez pour que la poussière retombe, et que la berline disparaisse au-delà des arbres. Ensuite, la moustiquaire s'est ouverte derrière moi. Henry Ashford est apparu. 1,85 m, les cheveux blancs coupés ras, il portait une chemise de travail en chambray, avec de la cambouis sous les ongles. Il ne s'est pas mis à ma hauteur. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il a regardé mes bagages, puis moi, et a demandé, « Tu peux porter ça toute seule ?» J'ai hoché la tête. « Bien. Ta chambre est en haut des escaliers, la deuxième porte. Pose-la, puis rejoins-moi dans l'atelier. » Pas de câlin. Pas de biscuits. Pas de discours réconfortant pour me dire que tout irait bien. Juste une directive, et une tâche à accomplir. J'ai traîné la valise à l'étage, je l'ai glissée dans une pièce qui sentait le cèdre et les vieilles couvertures en laine, puis je suis redescendu. L'atelier se trouvait derrière la grange principale. C'était une longue annexe au sol en béton, tapissée de panneaux perforés, couverts d'outils étiquetés à la main. Les clés étaient accrochées par taille, les douilles parfaitement alignées. Chaque chose avait sa place, et sa raison d'être. La première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur. Des effluves de cuir de sel et d'huile de moteur, imprégnés si profondément dans le bois et le béton, que le bâtiment lui-même semblait forgé par le travail. Henry se tenait devant un établi, tenant une bride dont la boucle était cassée. Il m'a désigné un tabouret près de lui. « Assieds-toi. » Je me suis assise. « Regarde. » J'ai regardé. Il ne m'a pas expliqué ce qui n'allait pas avec mes parents. Il n'a pas fait la promesse que les choses s'arrangeraient. Il s'est contenté de réparer l'objet, avec une lenteur précise. Et quand il a eu terminé,
Il m'a tendu un chiffon, avant de déclarer « Tu vas travailler ». C'est en travaillant qu'on évite de se noyer. Voilà comment j'ai été accueilli aux écuries Ashford. Henri m'a appris à utiliser une clé dynamométrique, avant même de m'apprendre à faire des œufs brouillés. Dès la première semaine, j'ai su comment serrer un boulon selon les normes. Ni trop lâche, ni foiré. Sans se le accrocher, disait-il. C'est là que le métal veut s'arrêter. Si tu vas plus loin, tu casses ce que tu essaies de maintenir ensemble. Il disait souvent des choses de ce genre. De courtes phrases, avec un double sens caché derrière le premier, sans jamais souligner cette signification cachée. Soit on la saisissait, soit elle nous échappait. Au bout du 2e mois, je l'aidais à réparer les poteaux de clôture, et à recalibrer la pompe d'irrigation. Au 3e mois, il m'a laissé utiliser le chalumeau. Sous surveillance, avec des gants et un masque, mais c'était du vrai boulot. Il n'a jamais parlé de mes géniteurs, pas une seule fois. Si j'abordais le sujet, il marquait une pause, puis changeait de conversation. Passe-moi la douille de 3/8. Va aussi vérifier l'abreuvoir dans l'enclos numéro 2. Ce n'était pas de la cruauté. C'était un choix délibéré. Il m'apprenait que je pouvais me construire un quotidien, où ils n'avaient plus leur place. Un soir, je le regardais dessiner une modification, pour le système de ventilation de la grange. Des lignes épurées, des dimensions précises, le genre de croquis qui avait sa place dans un bureau d'études, et non dans un ranch. C'est là que j'ai remarqué l'anneau à sa main droite. En fer, et non en or. Une bague épaisse, usée et lisse à l'extérieur, avec une gravure sur la face interne. Je ne pouvais pas la lire. « C'est quoi, cette bague ?» ai-je demandé. Il la regardait, comme s'il en avait oublié l'existence. « Celle de mon père. »« À quoi sert-elle » Il l'a fait tourner une fois autour de son doigt. « À tenir une promesse. » Ensuite, il a repris son crayon, et s'est remis à dessiner. « On n'hérite de rien, Iris. On gagne le droit de le conserver. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais j'allais le découvrir. Je n'ai su ce que pesait financièrement mon grand-père, que des années plus tard. Pour moi, c'était juste un homme qui rafistolait des trucs, et se couchait à 9 heures du soir. Mais Henri Ashford avait été ingénieur en mécanique pendant 32 ans, avant de prendre sa retraite à la ferme. Il détenait des brevets. 14 au total, portant sur des systèmes de vannes d'irrigation, utilisés par des exploitations agricoles dans tout l'ouest des États-Unis. Les royalties à elles seules étaient considérables, mais il n'évoquait jamais ses finances. Il conduisait un pick-up Ford vieux de 20 ans. Il achetait ses vêtements à la coopérative de la ville. Le domaine lui-même s'étendait sur plus de 450 hectares, de pâturage en haute région désertique, avec des droits de pompage qui remontaient à l'acte de propriété original, datant de 1923. Les écuries abritaient 37 chevaux, principalement des quarter horse, et quelques demi-cents. L'exploitation s'autofinançait, grâce aux frais de pension et aux séances d'entraînement. Mais la terre sur laquelle elle reposait, combinée au portefeuille de brevets, valait une somme que la petite fille de 9 ans que j'étais, n'aurait jamais cru. Henri n'en faisait jamais mention. Le seul indice était la façon dont les habitants de la ville le traitaient. Pas avec de la déférence exactement, mais avec une sorte de respect silencieux, qui allait bien au-delà du simple bon voisinage. Le propriétaire de la quincaillerie l'appelait Monsieur Ashford. L'employé du comté le rappelait le jour même, lorsqu'il laissait un message. Le vétérinaire se déplaçait le week-end, si un cheval avait besoin d'être examiné. Je pensais que c'était simplement le fonctionnement normal d'une petite bourgade. Je ne réalisais pas que c'était ainsi que fonctionnait une petite ville, quand un seul homme en soutenait discrètement l'économie locale, depuis 2 décennies. L'homme qui dînait de la soupe en conserve, 3 soirs par semaine, était assis sur 100 millions d'euros, en terres et en propriété intellectuelle. Et les personnes qui m'avaient déposé sur son palier, l'avaient toujours su. Les années s'écoulent comme elles le font dans un ranch en activité. On compte en saison, et non en trimestre scolaire. J'ai appris à ferrer un cheval à 12 ans. J'ai reconstruit la clôture sud, à 13 ans. L'année de mes 14 ans, Henri et moi avons démonté le moulin à vent derrière la grange. Ce même moulin, dont le grincement avait été le dernier son perçu, le jour du départ de mes parents. Nous l'avons entièrement reconstruit, en partant de la plaque de base. De nouveaux roulements, de nouvelles pales, un rotor rééquilibré. Il m'a montré comment calculer la charge du vent,
comment prendre en compte la fatigue du métal dans le carter de l'arbre, et comment tester l'action de la pompe, à différents régimes. Cela nous a pris 3 week-ends. Quand nous avons eu fini, et que les pales ont attrapé la première bourrasque, le couinement avait disparu, remplacé par un bourdonnement doux et régulier. Je suis resté là, à écouter cette mélodie, en ressentant une émotion pour laquelle je n'avais pas de mots. Henri, lui, en avait un. C'est le bruit d'une chose, qui fonctionne exactement comme elle le devrait. L'atelier était le refuge de mes soirées. Pendant que les autres jeunes de mon âge étaient sur leur téléphone, j'apprenais à lire des schémas industriels, et à souder des circuits imprimés. L'odeur de cette pièce, ce mélange de cuir et d'huile mécanique, est devenu le parfum de ma véritable maison. Pas la bâtisse, non, l'atelier. C'est là que grand-père était vraiment lui-même, et c'est là que je le suis devenu à mon tour. Il m'a appris le dessin technique. Il m'a initié à la programmation, sur un vieil ordinateur portable. Il m'a fait comprendre que la frustration n'est qu'un signal indiquant qu'on n'a pas encore trouvé le bon angle d'attaque. Et il n'a jamais dit, pas une seule fois, je fais ça parce que tes parents t'ont laissé tomber. Il était simplement là, chaque jour. Avec la même chemise, la même bague, les mêmes mains assurées, travaillant à mes côtés, jusqu'à ce que la réparation soit achevée. Pas de discours grandiloquents sur la résilience. Pas de citations inspirantes. Juste du travail bien fait, et accompli ensemble. Mes géniteurs appelaient peut-être 4 fois par an. À Noël parfois, à mon anniversaire s'ils s'en souvenaient. Ces appels suivaient une partition bien rodée. Diane demandait à Henri comment tournait le domaine, si les assurances étaient à jour, si les taxes foncières étaient maîtrisées. Elle ne me demandait jamais en quelle classe j'étais. Glenn prenait le combiné pour 30 secondes, et sortait une banalité du style « Tu es sage avec ton grand-père ?» Le genre de question qui n'attend, en réalité, aucune réponse. Puis, il y a eu mon 15e anniversaire. Ma mère avait téléphoné la semaine précédente, et m'avait promis, sur son honneur, qu'elle et son mari viendraient passer le week-end. Nous amènerons Brian, aussi, avait-elle précisé. Il a envie de voir les chevaux. Brian était mon frère aîné. Plus vieux de 3 ans, il était celui qu'ils avaient choisi de garder. Je ne l'avais pas revu depuis mes 9 ans. J'ai nettoyé la chambre d'amis avec soin. Henri n'a rien dit, mais il a acheté un gâteau à la pâtisserie de la ville. C'était le plus grand geste qu'il ait jamais fait, pour n'importe quelle occasion. Le jour J est arrivé. Pas la moindre voiture sur le chemin de gravier. Pas le moindre appel, jusqu'à 18 h. Diane a fini par laisser un message vocal. Même pas un appel en direct. Juste un mot pour dire que la réunion de travail de Glenn s'était éternisée, et qu'ils essaieraient de venir le mois suivant. Ils n'ont jamais essayé le mois suivant. Je me suis assise sur le porche, avec une part de gâteau que je n'ai pas touché, et j'ai regardé le soleil se coucher derrière les tables. Mon grand-père est sorti, s'est placé près de moi, et n'a pas prononcé un mot pendant un long moment. Ensuite, je l'ai entendu au téléphone, à l'intérieur. Sa voix avait une dureté que je ne lui connaissais pas, ne promettez pas à cette fille, des choses que vous ne tiendrez pas. Si vous recommencez, ne rappelez plus ici. Il a raccroché sec. Ce fut la plus longue déclaration que je l'ai jamais entendu formuler, au sujet de mes parents. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, avec d'excellentes notes, et une bourse complète pour étudier l'ingénierie mécanique, à l'Université d'État de l'Oregon. Henri m'a conduite sur le campus, dans sa vieille Ford. Il a porté l'un de mes sacs jusqu'à la chambre universitaire, l'a posé près de la porte, et a scruté cette petite pièce en parpaing, comme s'il procédait à une inspection structurelle. Le plafond est en bon état, a-t-il statué. Les prises sont reliées à la terre. Tu t'en sortiras très bien. C'était sa version personnelle, d'un discours d'adieu. Nous sommes retournés au pick-up. Je l'ai pris dans mes bras. C'était la première fois que je prenais l'initiative d'une étreinte, en 9 ans. Il s'est raidi, comme le font parfois les grands gaillards, lorsqu'ils ne savent pas trop où mettre leurs bras. Puis, il a toussé. Une toux profonde et grasse, venue d'un endroit de sa poitrine, qui ne me disait rien de bon. Ça va, ai-je demandé. La poussière, a-t-il balayé. La poussière du ranch. File à prendre des choses. Il est parti, et je suis resté sur le parking, regardant le véhicule rapetisser sur l'autoroute. La dernière chose que j'ai aperçue, avant qu'il ne disparaisse derrière la colline, c'était le faible reflet de cet anneau en fer,
sur sa main droite posée sur le volant. Je me suis plongé corps et âme dans l'ingénierie, exactement comme on me l'avait enseigné. Trouver le problème, le diviser en plusieurs parties, résoudre chaque étape, puis tester l'ensemble. Le travail me semblait naturel, tel une mémoire musculaire, forgée lors de toutes ces soirées passées dans l'atelier. Mais 2 mois plus tard, nos appels téléphoniques ont commencé à raconter une autre histoire. La voix du patriarche se faisait plus fluette, de semaine en semaine. Les quintes de tout s'éternisaient. Il repoussait mes inquiétudes, ce n'était que la poussière. Mais je savais intimement que la poussière ne produisait pas ce son-là. En octobre, je l'appelais tous les 3 jours. En novembre, j'ai arrêté de faire semblant que tout était normal. Quelque chose n'allait pas, et il ne me l'avouerait pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je suis rentré pour les vacances d'hiver, 4 mois après le début de ma première année d'études, et j'ai immédiatement compris. Le ranch fonctionnait toujours, mais au ralenti. Des barrières, qu'Henri aurait réparées dans la foulée, étaient maintenues fermées par du fil de fer. Le toit de la grange présentait une nouvelle fuite, colmatée avec une simple bâche, au lieu de remplacer la tôle. Et mon grand-père, lui, avait perdu une dizaine de kilos, qu'il ne pouvait assurément pas se permettre de perdre. Il avait 78 ans. La toux s'était installée en résidence permanente dans ses poumons. Un grondement sourd et profond, qui le pliait en deux à chaque assaut. Je ne lui ai pas demandé son avis. J'ai réintégré mon ancienne chambre, et j'ai commencé à rattraper le retard d'entretien. J'ai remplacé le solin de la grange, j'ai remis la barrière sud sur ses gonds, et j'ai refait le câblage des lumières de l'atelier, qui clignotait sans fin. À chaque fois que je réparais un truc, je sentais revenir notre ancien rythme. Nous travaillions de nouveau côte à côte. Sauf que cette fois, c'était moi qui tenais fermement la clé anglaise, pendant qu'il me guidait du doigt. Ma faiblesse de personne trop autonome s'est manifestée, pile à l'heure. J'ai tout pris en charge par moi-même. Je n'ai pas appelé un ouvrier agricole en renfort. Je n'ai pas embauché d'infirmière à temps partiel. Je n'ai téléphoné à aucun ami, ni professeur, ni à qui que ce soit. Parce qu'à l'âge de 9 ans, j'avais brutalement appris que les gens censés vous aider, finissaient par vous abandonner. Alors, on gère les choses en solitaire. Henri l'a remarqué. Tu n'es pas obligé de tout réparer en une semaine, a-t-il déclaré un matin, depuis sa chaise sur le porche. Je ne répare pas tout, ai-je rétorqué. Je répare ce qui est cassé. Il m'a regardé, par-dessus sa tasse de café. J'ai dit la même chose à ton âge. Ça ne m'a pas mieux réussi. Je sais que certains d'entre vous pensent déjà à une personne en particulier. Quelqu'un qui vous a élevé, alors que ce n'était pas son devoir. Gardez précieusement cette pensée. Si cette histoire résonne en vous, commentez avec un seul mot, qui ? Et abonnez-vous, car la partie qui a tout fait basculer est encore à venir. En septembre, Henri passait la majeure partie de son temps dans le fauteuil inclinable, près de la fenêtre du salon. De là, il pouvait observer la grange, les pâturages, et la ligne majestueuse des montagnes à l'est. Son esprit était toujours aussi vif. Assez aiguisé pour corriger ma technique de soudure depuis l'autre bout de la pièce, simplement en écoutant le grésillement de l'arc. Mais son corps avait cessé de coopérer. Un soir, je lui ai apporté de la soupe, et je me suis assise par terre à côté de son fauteuil, comme je m'asseyais autrefois sur le tabouret. Grand-père, il faut qu'on parle du ranch. Non, pas du tout. Si quelque chose m'arrive, tout est déjà géré. Il l'a dit comme il disait tout. D'un ton plat, définitif, tel un boulon serré avec exactitude. Puis, il a ajouté, il y a une femme qui s'appelle Marian Voss. C'est une avocate à Bend. Le moment venu, elle te contactera. Tout ce dont tu as besoin est entre ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse à laquelle tu auras droit. Il a tendu la main, et a tapoté la coudoir de mon siège. La version de mon mentor, d'une longue et tendre étreinte. J'ai mis cela en place il y a des années, Iris. Tu verras comment ça fonctionne. Fais juste confiance aux documents. J'avais envie d'insister. Je voulais des détails, des preuves, un plan que je pouvais examiner à la loupe. C'est ainsi que fonctionnait mon cerveau. Cet esprit d'ingénieur qu'il avait lui-même façonné. Mais quelque chose dans le timbre de sa voix m'a dicté qu'il s'agissait d'un système qu'il avait déjà éprouvé de bout en bout,
et que mon seul travail consistait à le laisser opérer. Alors, j'ai laissé couler. Je suis resté là, dans le silence, à écouter la pompe du système d'irrigation s'allumer et s'éteindre. Et j'ai décidé que ce serait suffisant. Je ne savais pas alors de quoi il retournait. Je ne le saurais pas avant des mois. Mais Henry Ashford avait passé sa vie entière à construire des choses capables de résister à une pression colossale. Et cette affaire-là n'allait faire aucune exception. C'est par un jeudi soir du mois d'octobre que mon aïeul m'a parlé de la bague. Nous étions dans l'atelier. Lui, sur la vieille chaise en bois que j'avais traînée là, pour qu'il puisse s'asseoir pendant que je finissais de recabler le tableau électrique. L'odeur de cuir et d'huile flottait dans l'air, comme à son habitude. Épaisse et chaleureuse, comme si la pièce respirait. Il a levé sa main droite, et a fait tourner lentement l'anneau, sous le faisceau de la lampe de travail. Mon père a porté cet anneau pendant 41 ans, a-t-il commencé. Il était machiniste à Salem, il fabriquait des pièces pour les scieries. Quand il a pris sa retraite, il me l'a donné avec ce simple conseil, garde ce qui a de l'importance. Laisse aller le reste. L'anneau était en fer. Pas un métal décoratif, un alliage purement fonctionnel. Le genre que l'on utiliserait pour un manchon de roulement. L'extérieur était lissé par des décennies de labeur. Mais à l'intérieur de l'anneau, gravé en petites lettres majuscules, se trouvait une inscription. Je me suis penché au plus près. Une date, 14 mars 1962. Et 2 mots, Ashford Guard. Qu'est-ce que ça signifie, ai-je demandé. Ça veut dire exactement ce qui est écrit, a répliqué Henry. Les Ashford gardent leurs paroles. Ils conservent ce qu'ils bâtissent, et ils gardent les personnes qui répondent présent. Il a fait glisser la bague de son doigt, et l'a tenue en l'air, entre son pouce et son index. Elle a accroché la lumière, terne et lourde. Quand le moment sera venu, cela reviendra à la personne qui l'aura mérité. Il a remis le bijou en place. Pas à la personne qui le réclame. Il a attrapé un crayon, et s'est mis à esquisser un plan, sur le bloc-notes à côté de lui. Toujours en train de dessiner, toujours en train de concevoir. Même à 78 ans, avec des poumons noyés de fluide. J'ai regardé sa main glisser sur le papier, l'anneau scintillant à chaque trait. On n'hérite de rien. On gagne le droit de le conserver. Je commençais enfin à comprendre ce qu'il voulait dire. Henry s'est éteint un mardi de novembre, 2 jours avant les premières neiges. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du café, quand j'ai entendu le silence. Ce n'était pas un son, mais bien l'absence d'un son. La toux, qui avait été sa compagne de tous les instants pendant des mois, s'était arrêtée. J'ai marché jusqu'au salon, et je l'ai trouvé dans son fauteuil. Les yeux fermés, le visage apaisé. Une main posée sur la coudoir, et l'autre sur ses genoux. La fenêtre était entr'ouverte d'1 centimètre, et par l'interstice, filtrait le grincement du moulin à vent. Lent, rythmé. Le même son que j'avais perçu à mon arrivée, à 9 ans. Ce même grincement, qui avait marqué la bande-son de chaque moment important sur ce domaine. Sauf que maintenant, la mélodie était différente. Désormais, cela sonnait comme une lourde porte qui se referme. Je me suis assise sur le sol, près de son siège, pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Non pas parce que j'étais forte, mais parce que mon mentor avait passé 10 ans, à m'enseigner que le deuil est un fardeau que l'on porte, et non un spectacle que l'on donne pour les autres. Quand je me suis enfin relevé, j'ai pris sa main droite, et j'ai fait glisser l'anneau de son doigt. Il était encore chaud. L'inscription à l'intérieur a accroché la lumière blafarde de la fenêtre. 14 mars 1962. Ashford Guard. Je me suis souvenu de ces paroles dans l'atelier, quand le moment sera venu, cela reviendra à la personne qui l'aura mérité. Sa toute dernière instruction à mon égard, avait été plus directe encore. 3 nuits avant sa disparition, alors que sa voix dépassait à peine le murmure, il avait pressé la bague dans ma paume, et avait exigé, garde-la là où ils pourront la voir. Je n'avais pas compris ce que cela impliquait. Qui était-il? Pourquoi était-ce crucial qu'il la voie? J'ai glissé l'anneau à ma main droite. Il était trop grand, alors je l'ai porté au pouce. Et ensuite, j'ai appelé les pompes funèbres. La rubrique nécrologique est parue dans le journal du comté, le jeudi. Dès le vendredi matin, ma mère a téléphoné. Je n'avais pas parlé à Diane depuis presque 2 ans. La dernière fois, il s'agissait d'un message vocal laissé à mon grand-père,
pour savoir si sa situation fiscale permettait de lui accorder un prêt. Elle ne s'était même pas adressée à moi. Et maintenant, elle était là. La voix grave et douce, juchée sur ce ton théâtral de la douleur, que j'allais très bien apprendre à décrypter, au cours des jours suivants. Iris, ma chérie, nous venons d'apprendre pour papa. Papa? Elle l'appelait ainsi, uniquement quand elle voulait obtenir quelque chose. Le reste du temps, il était ton grand-père, Henri, ou rien du tout. Les funérailles ont lieu samedi, ai-je indiqué. Nous venons. Bien sûr que nous venons. Glenn et Brian aussi. Nous ne raterions ça pour rien au monde. Elle a fait une pause. J'entendais son mari en fond sonore, marmonnant quelque chose à propos d'un vol. Puis, Diane a ajouté, avec une telle désinvolture que la remarque a bien failli passer inaperçue, « Est-ce que quelqu'un t'a déjà parlé de la succession ? Pas un seul, est-ce que tu manges ? Pas un seul, as-tu besoin d'aide pour les démarches ? Pas un seul, comment tiens-tu le coup ? L'homme qui t'a élevé vient de mourir. Non. La succession. 3 jours après son décès, avant même que son corps ne soit mis en terre. La première vraie question de ma mère portait sur le pactole. C'est une avocate qui gère les choses, ai-je répondu. Elle s'appelle Marian Voss. Déjà une avocate ? La surprise dans sa voix était d'une absolue sincérité. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Henri anticipe. Elle s'était imaginé un vieux propriétaire terrien un peu perdu, avec un héritage réglé par une poignée de main, et une famille capable d'arracher sa part à grands cris. Elle se trompait sur toute la ligne, mais elle l'ignorait encore. Nous serons là samedi, a-t-elle affirmé. Nous devrions tous nous asseoir, et en discuter en famille. En famille. Ce mot, sortant de sa bouche après 20 ans d'abandon, avait un violent goût de rouille. Marian Voss a pris le volant jusqu'au ranch, le vendredi matin. C'était une femme d'une 50aine d'années. Les cheveux striés de gris et tirés en arrière, elle portait une veste d'extérieur sur un chemisier, comme si elle s'était habillée à la fois pour plaider au tribunal, et pour arpenter une ferme. Elle tenait un porte-document en cuir, et une enveloppe scellée. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Henri m'a engagé il y a 8 ans, a-t-elle commencé. Il a été très méthodique à ce sujet. Tout est en ordre. Elle a ouvert le porte-document, et m'a exposé la structure de base. Un trust, dont les détails, m'a-t-elle assuré, serait lu formellement après les obsèques, en présence de toutes les parties concernées. Elle ne pouvait pas encore partager les spécificités. Ensuite, elle a déposé l'enveloppe sur la table. Il m'a demandé de vous remettre ceci, avant la lecture. Il a été très précis sur le timing. L'enveloppe était blanche, ordinaire, et scellée avec du ruban adhésif. Mon prénom était inscrit sur le devant, avec l'écriture carrée et technique de mon aïeul. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une simple feuille de papier ligné. Le genre de papier qu'il arrachait de ses bloc-notes jaunes, utilisés pour l'ingénierie. 3 phrases. Reste calme. Laisse-les parler. La paperasse parle déjà d'elle-même. C'était tout. Aucune explication complexe sur le trust, aucune liste des actifs, aucune instruction sur la façon de gérer l'arrivée de mes géniteurs. Juste Henri, distillé en 3 petites lignes. Il me répétait la même chose que depuis mes 9 ans. Le travail est déjà fait. Ton rôle, c'est de rester debout, et de laisser la structure tenir bon. J'ai plié la lettre, et je l'ai rangée dans la poche de ma veste, tout près de l'anneau. Marian m'a observé avec un regard assuré. Il savait qu'il viendrait, a-t-elle dit doucement. Il avait tout prévu. J'ai hoché la tête. Bien sûr qu'il savait. Henry Ashford concevait des mécanismes capables de résister à la pire des pressions. Il l'avait toujours fait. Ils sont arrivés le samedi matin, sur les coups de 10 heures. Diane, Glenn et Brian, dans un SUV noir de location, qui semblait coûter plus cher par jour, que ce que Glenn gagnait autrefois en une semaine. Je les ai observés depuis la fenêtre de la cuisine, alors qu'ils s'engageaient dans l'allée de gravier. Diane est sortie la première. Lunettes de soleil sur le nez, robe noire, et des talons totalement inadaptés à un environnement de ranch. Glenn a suivi, engoncé dans un costume sombre, qui n'était pas tout à fait à sa taille. Soit il avait perdu du poids, soit il l'avait acheté à prix cassé. Et puis est apparu Brian. Mon frère avait 22 ans maintenant. Grand, les cheveux blonds cendrés, il portait un caban.
Il affichait l'expression de quelqu'un à qui l'on a promis que ce voyage serait court et très lucratif. Je ne l'avais pas revu depuis mon enfance. Il avait la mâchoire de son père et les yeux de sa mère. Il avait l'air d'un parfait inconnu. Ils ne se sont pas dirigés vers la porte en premier lieu. Non, ils ont fait le tour de la propriété. Diane pointait du doigt la grange, les pâturages, le hangar à tracteur. Glenn avait sorti son téléphone, et je pouvais le voir tapoter l'écran, pour prendre des notes ou faire des calculs. Peut-être bien les deux. Mon frère se tenait près de la clôture de l'enclos, et jaugeait les chevaux, de la même manière que l'on inspecte une voiture d'occasion. Ils ont fait le tour du propriétaire, tels des acquéreurs lors d'une journée portes ouvertes. 20 minutes à estimer la valeur de la vie de mon grand-père, avant de daigner frapper à sa porte d'entrée. Quand je leur ai ouvert, ma mère m'a attiré dans ses bras. Je n'ai pas rendu l'étreinte. Oh, ma chérie, regarde-toi. Par-dessus son épaule, j'ai entendu le smartphone de Glenn vibrer. Il l'a mis en silencieux, mais pas avant que je n'ai le temps d'apercevoir le nom de l'appelant. Pacific Collection. Une agence de recouvrement. Glenn Mercer n'était pas venu dans l'Oregon pour faire son deuil. Il était venu parce qu'il se noyait sous les dettes, et que la succession de son beau-père ressemblait à un formidable radeau de sauvetage. Tous l'étaient, d'une manière ou d'une autre. Ils appelaient simplement cela par des noms différents. Ils n'ont pas attendu très longtemps. Le soir même, après avoir avalé la moitié du gratin apporté par les voisins, et épuisé les banalités d'usage, Diane s'est assise en face de moi, à la table de la cuisine, et a croisé les mains. C'était sa fameuse posture de salle de réunion. Je ne l'avais vue qu'une seule fois, lors d'un dîner de famille quand j'avais 7 ans, alors qu'elle se disputait avec mon aïeul pour des histoires d'argent. Iris, il faut qu'on parle de l'héritage de ton grand-père. Une lecture officielle est prévue, ai-je rétorqué. Après les funérailles. Je le conçois bien. Mais en tant que famille, nous devrions discuter de nos attentes. La famille? Encore ce mot. Quelles attentes? Diane a regardé son mari, qui s'appuyait contre le comptoir, les bras croisés. Cette propriété, a lancé Glenn. La terre, les chevaux, et les brevets que ton grand-père détenait, quels qu'ils soient. Nous avons fait des recherches. C'est un patrimoine conséquent. Conséquent comment, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà pertinemment la réponse. Plus de 100 millions, a-t-il lâché, comme s'il lisait le cours de la bourse. Ta mère est le seul enfant survivant d'Henri. Nous avons une attente légitime d'héritage. Diane a tendu le bras à travers la table, et a posé sa main sur la mienne. Ma chérie, nous sommes tes parents. Grand-père aurait voulu que sa famille soit à l'abri du besoin. Nous tous, ensemble. J'ai fixé sa main, posée sur la mienne. Des ongles parfaitement manucurés. Une bague que je ne connaissais pas. Du zircone cubique, qui essayait vulgairement de se faire passer pour un diamant. C'était cette même main, qui ne m'avait pas fait au revoir à travers la vitre de la Buick. Vous ne m'avez pas partagé, ai-je dit. Ma voix était posée. Je n'étais pas en colère. La fureur viendrait plus tard, si tant est qu'elle vienne un jour. J'énonçais de simples faits. Vous m'avez laissé ici pendant 10 ans. Vous n'avez partagé ni les fêtes, ni les anniversaires, ni les appels téléphoniques. Pourquoi partageriez-vous cela? Diane a retiré sa main vivement. La température de la pièce a chuté de 10 degrés. La mâchoire de Glenn s'est crispée. Personne n'a répondu. J'ai conduit jusqu'à Bend, le lendemain matin, et je me suis assise en face de Marian Voss, dans son bureau. Ils sont là, les jeux informés. Ils veulent l'héritage. Je m'y attendais. L'avocate a ouvert un dossier sur son bureau. Je ne peux pas discuter avec vous des termes spécifiques du trust, avant la lecture officielle. Henri a été très clair là-dessus. Tout le monde doit l'entendre en même temps. Pouvez-vous au moins me dire, si le document est solide? Elle m'a jaugé par-dessus ses lunettes. Votre grand-père a consacré 8 ans, et des ressources considérables, à la construction de cette structure juridique. Il a consulté 3 avocats indépendants. Il a fait évaluer officiellement ses facultés mentales à 2 reprises. Une première fois, lors de la création du trust. Et une seconde fois, 18 mois avant sa disparition. Les 2 évaluations sont dûment documentées, et appuyées par des témoins. Elle a marqué un temps d'arrêt. Iris.
Votre grand-père était un ingénieur. Il ne construisait pas des choses qui tombent en morceaux. Ils vont contester, ai-je insisté. Ils prétendront qu'il perdait la tête, ou que je l'ai influencé. Ils peuvent prétendre ce qui leur chante. Le dire, et le prouver devant un tribunal, sont deux choses bien différentes. Elle a refermé le dossier avec assurance. Mon conseil? Ne dites rien. Laissez le document parler pour lui-même. C'était exactement ce qu'Henri avait écrit dans sa missive. La paperasse parle déjà d'elle-même. Je voulais en savoir plus. Je voulais examiner les chiffres, les clauses, l'architecture globale de ce que mon aïeul avait échafaudé. Mais Marian n'a rien lâché, et j'ai respecté sa position. C'était le système de grand-père. Il l'avait conçu, testé, et confié à une professionnelle en qui il avait toute confiance. Mon rôle était de laisser la machine tourner. J'ai repris la route du domaine, les vitres baissées. L'anneau pesait lourd sur mon pouce, tandis que l'odeur de genévrier et de sauge envahissait l'habitacle de mon véhicule. Je ne savais pas ce que contenait ce testament, mais je connaissais l'homme qui l'avait rédigé. Et c'était amplement suffisant, pour dormir sur mes deux oreilles. Brian m'a trouvé dans l'atelier, cet après-midi-là. J'étais en train d'organiser les outils d'Henri. Non pas qu'ils en aient eu besoin, mais parce que l'odeur du cuir et de l'huile de moteur m'apaisait, et j'avais désespérément besoin de calme. Mon frère s'est tenu sur le pas de la porte, les mains dans les poches. Il dévisageait les panneaux perforés et l'établi, comme s'il visitait un musée. C'est donc là qu'il passait tout son temps, a lancé Brian. C'est là que nous passions tout notre temps, les jeux corrigés. Il est resté silencieux un moment. Puis il a ajouté, il m'avait dit que tu étais l'enfant à problème. Je n'ai pas levé les yeux de la clé anglaise que j'étais en train de ranger. Vraiment? Ouais. Maman affirmait que tu avais des problèmes de comportement. Que grand-père avait proposé de te prendre, parce que tu avais besoin d'un cadre. Il a marqué une pause. Mais cet endroit ne ressemble pas vraiment à une punition. J'ai posé l'outil, et me suis tourné pour lui faire face. Brian avait 22 ans, et de près, il avait l'air épuisé. Pas fatigué par le voyage, mais fatigué par la vie. Le genre de fatigue que l'on accumule, en grandissant dans une maison où l'argent manque perpétuellement, et où les versions de l'histoire changent sans cesse. L'espace d'une seconde, une unique petite seconde, j'ai lu quelque chose sur son visage qui ressemblait à du doute. Comme si le portrait qu'on lui avait brossé de moi pendant 13 ans, ne correspondait plus du tout à la femme qui se tenait devant lui, dans un atelier rempli d'outils de précision. Ce fut le moment le plus proche de l'honnêteté, que nous n'aurions jamais eu l'occasion de partager. Puis, ce moment est passé. Écoute, a-t-il dit en se redressant. Je veux juste m'assurer que la lecture sera équitable. Maman et papa ont traversé beaucoup d'épreuves. L'entreprise de papa a fait faillite. Nous avons perdu la maison à Portland. Ils ont besoin de ça. Ils en ont besoin, ai-je répété. Ouais, a-t-il confirmé. Ils en ont besoin. Il a quitté l'atelier. Le doute que j'avais perçu sur son visage s'était envolé, purement et simplement remplacé par les mathématiques du désespoir. Les funérailles se sont tenues dans l'église communautaire de la ville. Un bâtiment en planches blanches, surmonté d'un clocher, dont Henri avait aidé à refaire la toiture, 12 ans plus tôt. Les bancs étaient pleins. Il y avait les ouvriers agricoles, dans leurs jeans propres et chemises repassées. Le propriétaire de la quincaillerie, le vétérinaire qui faisait les visites à domicile le week-end, l'employé du comté, la dame du magasin de fourrage. La moitié de la ville s'était déplacée, parce qu'Henry Ashford était le genre d'homme qui répondait présent pour les autres. Et les autres ne l'avaient pas oublié. Diane et Glenn se sont installés au premier rang. Ils étaient positionnés comme les membres clés d'un conseil d'administration. Ma mère portait de la soie noire, et affichait une expression de chagrin savamment étudiée. La lèvre inférieure tremblante juste ce qu'il fallait pour être remarqué, un mouchoir serré dans une main, et l'autre bras délicatement posé sur celui de son époux. Glenn fixait le vide droit devant lui, avec l'air d'un homme qui calcule mentalement ses dettes. Brian était assis au bout du banc, les bras croisés, vérifiant son téléphone caché sous sa cuisse. J'étais assise de l'autre côté de l'allée, en compagnie de Marian Voss, et de deux des plus anciens employés du domaine, Dal et Pet. La soixantaine bien entamée, ces deux hommes travaillaient sur la propriété depuis plus d'une décennie. Le pasteur a évoqué la générosité de mon aïeul, sa foi silencieuse,
et son engagement indéfectible envers la terre. Puis, il a laissé la parole à l'Assemblée. Diane s'est levée. Elle a marché jusqu'à l'autel, mouchoir à la main, et a prononcé un éloge funèbre de 3 minutes, en l'honneur d'un père qu'elle n'avait pas daigné visiter depuis 15 ans. Elle a parlé de sa douce sagesse. Elle a parlé des liens familiaux, que la distance ne pouvait prétendument pas briser. Elle a parlé des sacrifices indicibles qu'elle avait faits, en étant si loin de lui. Les ouvriers agricoles, au dernier rang, ont échangé un regard que j'ai intercepté du coin de l'œil. Dal s'est penché vers Pete, et a chuchoté un commentaire. Je n'avais pas besoin de l'entendre. Tous les gens présents dans cette église savaient pertinemment qui avait été là pour de vrai, et qui avait été aux abonnés absents. Après l'office, les gens se sont rassemblés dans la salle paroissiale, pour partager du café et des sandwichs. J'étais debout près de la fenêtre, quand j'ai vu Diane tisser sa toile dans la salle. Elle passait d'un groupe à l'autre, touchant les bras, baissant la voix, se penchant pour parler en confidence. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je déchiffrais très bien son langage corporel. Elle semait quelque chose. J'ai découvert de quoi il retournait, 20 minutes plus tard. Madame Harmon, la femme du maître de poste, s'est approchée de moi avec une expression des plus prudentes. Iris, ma chérie, ta mère a laissé entendre qu'Henri n'avait plus toute sa tête vers la fin. Elle a dit que c'était toi, qui gérais toutes ses finances. Je ne gérais pas ses finances, les je détrompais. Il avait une avocate pour s'occuper de cela. Oh. Elle l'a pourtant formulé de façon à ce que, a bredouillé Madame Harmon, de plus en plus embarrassée, avant de s'interrompre. J'ai alors compris le petit manège de Diane. Elle était en train d'échafauder un récit narratif. Pas encore pour le tribunal, non. Mais pour le tribunal de l'opinion publique. Un vieil homme confus, vulnérable, isolé dans un ranch, aux côtés d'une petite fille qui gérait tout à sa place. Elle voulait amener les gens à penser à 2 mots précis, sans jamais les prononcer à haute voix. Abus de faiblesse. L'ironie de la situation était si palpable, qu'on aurait pu s'y étouffer. La femme qui avait abandonné son père pendant 2 décennies, se dépeignait soudain, comme une fille aimante, rongée d'inquiétude face à son déclin cognitif. La femme qui ne s'était jamais renseignée sur ses médicaments, ni sur ses rendez-vous médicaux, ou encore sur sa vie quotidienne, se muait subitement en experte de sa santé mentale. Sauf que les personnes à qui elle racontait ses balivernes, étaient celles qui avaient été là au jour le jour. Elles avaient vu Henri aiguiser ses propres outils, équilibrer ses propres comptes, et débattre de la politique des droits de l'eau, lors des réunions du conseil municipal. Et ce, jusqu'à 6 mois avant sa mort. Personne n'avalait ses sornettes. Mais Diane, ça, elle l'ignorait encore. C'est exactement à ce moment-là, que la plupart des gens se mettraient à hurler. Je ne l'ai pas fait. Mon grand-père m'avait appris que les discrets finissent par gagner, grâce aux preuves sur papier. Si vous avez un jour regretté de ne pas être resté calme, pour laisser la vérité éclater d'elle-même, vous aurez envie de savoir, ce que l'avocate a sorti de son chapeau juste après. Dites-nous en commentaire si vous êtes dans l'équipe d'Iris, et abonnez-vous, pour ne pas manquer le dénouement. Glenn m'a coincé dans le parking de l'église. Il avait desserré sa cravate, et avait l'air d'un homme qui venait de répéter son texte devant la glace. Nous avons engagé un conseiller juridique, m'a-t-il lancé. Juste pour s'assurer que le processus soit transparent. Quel processus? La distribution de l'héritage. La lecture de n'importe quel document, que ton grand-père a pu laisser derrière lui. Il a dit n'importe quel document, comme s'il s'agissait d'une note gribouillée sur une serviette de table, et non de 10 années d'architecture juridique minutieuse. Nous avons des inquiétudes, a-t-il continué. Sur ses capacités. Sur une potentielle influence. Henri était vieux et isolé, et tu as été son unique aide-soignante, au cours de cette dernière année. N'importe quel avocat le signalerait. Je l'ai dévisagé. Mon père. L'homme qui avait porté ma valise jusqu'au porche, et qui était reparti sans jamais jeter un regard en arrière. Il se tenait maintenant sur un parking, utilisant des mots comme capacité et influence, pour décrire l'homme qui avait élevé sa propre fille. Vous allez donc plaider que grand-père perdait la tête, ai-je rétorqué. Nous allons plaider pour que la procédure soit juste, m'a corrigé Glenn. Et si ce n'est pas le cas, nous la contesterons. La loi de l'Oregon donne à la famille le droit de contester un testament ou un trust, pour des motifs de manipulation, ou d'altération des facultés mentales.
Il avait appris cette tirade par cœur, sur un obscur site internet. Je l'entendais à la façon dont il rythmait ses phrases. Cela ressemblait davantage à un résultat de recherche Google, qu'à un véritable argument réfléchi. Déposez les requêtes que vous voulez, ai-je conclu. Une lecture officielle a lieu lundi matin. Tout le monde entendra les mêmes mots, au même instant. Nous viendrons avec notre avocat. Amenez qui vous voudrez. Je me suis retourné, et j'ai marché vers mon véhicule. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix était restée impassible. Mais à l'intérieur, je faisais mes calculs. À la manière dont mon grand-père me l'avait enseigné. J'évaluais les charges, je testais les points de défaillance, cherchant à anticiper où la structure risquait de céder. S'il portait l'affaire devant les tribunaux, je devais être sûr que nos fondations étaient indestructibles. Je croyais déjà fermement qu'elles l'étaient. Et le lundi allait m'en apporter la preuve éclatante. Je n'ai pas beaucoup dormi, cette nuit-là. Je me suis assise dans l'atelier, la bague autour du pouce. J'ai respiré cette bonne vieille odeur de cuir et d'huile, et j'ai réfléchi à ce que ferait mon aïeul. La réponse s'imposait d'elle-même. Il ne perdrait pas son temps à se disputer sur un parking. Il ne chercherait pas à hausser le ton. Il ne convoquerait pas une grande réunion de famille, pour vider son sac au milieu des larmes, et des fausses accusations. Non. Il laisserait simplement le système qu'il avait bâti, faire son travail de sape. On n'hérite de rien, m'avait-il déclaré dans cette même pièce, sous la lumière crue de cette même lampe. On gagne le droit de le conserver. Diane et Glenn cherchaient l'affrontement. Ils voulaient le chaos. Ce genre de bataille familiale, à la fois brouillonne et émotionnelle, où la personne qui crie le plus fort rafle la mise, tout simplement parce que plus personne ne se souvient de qui a dit quoi. C'était leur terrain de jeu favori. Les documents juridiques en béton armé ne l'étaient pas. J'ai pris ma décision. Je ne les affronterai plus, avant la grande lecture. Je n'essaierai ni de m'expliquer, ni de me défendre, ni de négocier quoi que ce soit. Je serai présente lundi. Je m'assiérai sur ma chaise, et je laisserai Marian Vos lire chaque mot qu'Henri avait couché sur papier. Et ce, devant chaque personne rassemblée dans la pièce. Si le système tenait la route, et j'étais intimement convaincu que ce serait le cas, alors leurs arguments mourraient d'eux-mêmes, au simple contact des faits. S'ils s'effondraient, je gérerais ça aussi. Mais je n'allais certainement pas donner à mes parents la satisfaction de me voir transpirer. Henri m'avait légué 3 outils précieux. Une lettre. Un anneau. Et 10 années d'expérience à assembler des mécanismes fiables. La lettre disait de rester calme. L'anneau disait de garder ce qui a de l'importance. Et ces 10 années me soufflaient de faire confiance à l'ingénierie, même lorsque la charge devient trop lourde à porter. J'ai verrouillé l'atelier. J'ai traversé la cour plongée dans la pénombre, en passant devant le moulin qui tournait lentement, sous le vent de novembre. Et je suis allé me coucher. Le lundi approchait à grands pas. La paperasse allait faire entendre sa voix. Le dimanche soir, je me suis installé sur le porche, la lettre posée sur les genoux. Le papier était déjà assoupli au niveau des plis, à force d'avoir été manipulé. Reste calme. Laisse-les parler. La paperasse parle déjà d'elle-même. 3 phrases. Cet homme avait réussi à condenser toute une stratégie successorale, en 3 petites phrases. Parce que c'est exactement ainsi que raisonnent les ingénieurs. On réduit la structure, à l'élément essentiel qui porte la charge. On se débarrasse de tout le reste. La bague reposait sur mon pouce, réchauffée par la chaleur de ma peau. Je l'ai fait tourner, et j'ai senti la gravure s'imprimer contre mon doigt. 14 mars 1962. Ashford Garde. J'ai repensé à ce qu'Henri m'avait glissé, la nuit où il me l'avait confié, garde-la là où ils pourront la voir. Je la portais depuis son décès, mais je n'avais pas compris la portée de son instruction. Je croyais maintenant en avoir saisi tout le sens. Il ne s'agissait pas de parader. Il s'agissait de s'identifier. De se tenir au milieu d'une pièce, et d'être immédiatement reconnu. Comme celle qui avait été là, qui avait travaillé dur, et qui était restée. Le moulin continuait de tourner derrière la grange. Son couinement était étouffé par la distance, mais il demeurait perceptible. Un rythme familier que je connaissais depuis 20 ans. Le battement de cœur d'une propriété, que j'avais contribué à restaurer de mes propres mains. J'ai repensé à toutes ces nuits où je suis resté éveillé, dans ma chambre à l'étage.
à 9, 10, 11 ou 12 ans. À écouter ce bruit de ferraille. Et à me demander si mes parents prêtaient l'oreille à un quelconque écho de mon existence. La réponse est non. Ils ne l'avaient jamais fait. Henri, en revanche, avait écouté attentivement pendant tout ce temps. Il avait écouté la voix du ranch, celle du vent, et la mienne. Et il avait construit son chef-d'œuvre, patiemment et en silence. À la manière dont il bâtissait tout le reste. Avec précision. Après avoir tout testé, sans rien annoncer à l'avance. Quel que soit le contenu de ce fameux testament, il constituait sa toute dernière création. Et le lendemain, tout le monde allait pouvoir l'admirer. J'ai replié la lettre, je l'ai glissée dans ma poche, et je suis rentré à l'intérieur. Le moulin a continué sa danse. La bague est restée à mon doigt. Lundi matin, 9 heures. La lecture devait avoir lieu, dans le grand salon de la maison principale. C'était le souhait d'Henri. Marian m'avait confié qu'il tenait à ce que cela se passe ici, et non dans un cabinet sans âme. C'était la pièce la plus spacieuse de la bâtisse. De hauts plafonds, des murs lambrissés de bois, et des fenêtres donnant sur les pâturages de l'Est. L'avocate y avait disposé 6 chaises en demi-cercle. Elle faisait face à une petite table, où elle s'était assise avec son porte-documents, et l'acte notarié. Je suis arrivé la première, et j'ai pris la place la plus proche de la fenêtre. Dal et Pet m'ont suivi. Mon grand-père les avait désignés comme témoins de la séance, une exigence qu'il avait formulée par écrit, selon Marian. Est ensuite arrivé Franck Bolliot. Le plus vieil ami du défunt. Un vétérinaire à la retraite, qu'il avait côtoyé pendant 40 longues années. Il m'a serré la main, et s'est assis sans prononcer un mot. À 9h15, la porte d'entrée s'est ouverte. Diane a pénétré la première dans la pièce, habillée d'un tailleur gris anthracite, et affichant une expression d'assurance calculée. Glenn a suivi, ajustant les poignets de sa chemise. Derrière eux se tenait un homme que je ne reconnaissais pas. La quarantaine, un costume cintré, et une mallette en cuir à la main. Leur avocat. Brian a fermé la marche, les mains enfouies dans les poches, et la mine de quelqu'un qui aurait préféré se trouver à des milliers de kilomètres de là. Ils ont occupé les chaises restantes. La pièce a plongé dans le silence. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Et, si l'on tendait bien l'oreille, le léger grincement du moulin, venant de l'extérieur. Marian a balayé l'assistance du regard, pour s'assurer que tout le monde était bien présent. Merci d'être venu, a-t-elle entamé. Il s'agit ici de la lecture officielle du trust révocable d'Henry Ashford. Ce dernier est devenu irrévocable, à la suite de son décès. Conformément à la législation de l'Oregon. Je vais vous faire part des dispositions pertinentes dans leur intégralité. Je vous demande de bien vouloir réserver vos questions, pour la fin de mon intervention. L'homme de loi de Diane a ouvert sa mallette, et en a extrait un bloc-notes. Glenn s'est avancé sur son siège. Ma mère a croisé ses mains sur ses genoux, reprenant sa pose de salle de réunion. Et Marian Voss a ouvert son dossier. Elle a lu d'une voix lente et claire. À la manière dont on déclame un texte qui a été pensé, spécifiquement pour être écouté. Le trust révocable de Monsieur Henry Ashford, en date du 12 janvier 2006, est modifié en juillet 2013. Déclaré irrévocable au moment du décès du constituant, prévoit les dispositions suivantes. Elle a débuté par le préambule. Le jargon standard encadrant la création de l'acte, selon les statuts révisés de l'Oregon, et la désignation des administrateurs. Puis, elle en est venue à la répartition des biens. L'ensemble des actifs du trust. Incluant, de manière non exhaustive, le bien immobilier connu sous le nom d'écurie Ashford. Comprenant plus de 460 hectares, dans le comté de Harney, en Oregon. Tous les droits de pompage qui s'y rattachent. Les biens personnels qui s'y trouvent. Ainsi que le portefeuille complet des 14 brevets américains détenus par le constituant. Cet ensemble, évalué à environ 114 millions d'euros, est distribué de manière exclusive, et irrévocable, aux bénéficiaires suivants. Elle a fait une pause. Le silence régnait en maître dans la salle. Iris May Ashford. J'ai senti tous les regards de la pièce converger instantanément vers moi. La tête de Diane a pivoté brusquement. La mâchoire de Glenn s'est décrochée. Brian s'est adossé à sa chaise, comme s'il venait de recevoir une décharge électrique. Le constituant ordonne en outre, a poursuivi Marian, que les individus suivants,
soit intentionnellement exclue de toute part du présent trust. Cette exclusion ne constitue en rien un oubli. C'est une décision mûrement réfléchie, prise en toute connaissance de cause. Et avec un jugement sain. Elle a déclamé les noms Diane Marie Mersey, née Ashford. Glenn Robert Mersey. Brian Alan Mersey. Puis, elle a énuméré les motifs invoqués. Une phrase par personne, rédigée dans le langage sec et précis qui caractérisait mon grand-père. Pour ma mère, ma fille Diane, a abandonné son enfant mineur à ma charge, en août 2007. Elle n'a fourni aucun effort significatif, pour assumer son rôle parental, visiter, ou soutenir le dit enfant, au cours des années qui ont suivi. Pour son mari, Glenn Mersey a activement participé, et facilité l'abandon décrit ci-dessus. Pour Brian, Henry s'était montré plus clément. Brian Mersey ne porte aucune responsabilité personnelle dans cette affaire. Toutefois, il n'a pas été élevé en lien avec ce domaine, ni avec ses valeurs intrinsèques. Il fait l'objet d'une disposition séparée, détaillée plus bas. Le visage de Diane avait pris la couleur du papier vierge. Glenn semblait avoir cessé de respirer, et le stylo de leur avocat s'était figé net sur le carnet. Mais Marion n'en avait pas fini. Le document renferme également les stipulations suivantes, a-t-elle annoncé. Premièrement, une clause de non-contestation, en vertu des lois de l'Oregon. Tout bénéficiaire, ou partie exclue, qui s'aviserait de contester la validité de cet acte par la moindre voie légale, perdra immédiatement tout droit. Au versement compensatoire décrit dans l'annexe B, elle a levé la tête. L'annexe B prévoit un paiement unique, d'un montant de 5 000 € pour chaque partie évincée. Ce versement est strictement conditionné à la non-contestation. Toute procédure judiciaire annulera de fait ce montant. Le conseiller de Glenn a posé son stylo. Il savait très bien ce que cela signifiait. Une clause de non-contestation n'était pas un simple avertissement. C'était un mur d'enceinte infranchissable. Contester et perdre, c'était repartir les mains totalement vides. Cependant, la partie suivante constituait la véritable pièce maîtresse de l'édifice. Deuxièmement, a repris Marian. La capacité testamentaire du constituant est attestée par les éléments suivants. Une première évaluation cognitive, réalisée par le docteur Rebecca Stahl, psychiatre diplômée, datant de janvier 2006, au moment de la rédaction du trust. Une seconde évaluation, conduite par la même praticienne. Datant d'avril 2013, soit 18 mois avant le décès. Ces éléments sont corroborés, par les attestations de 2 avocats indépendants. Maître Thomas Brand de Portland, et Maître Carole Kamura de Gênes. Tous deux étaient présents, lors de la signature originale, et de l'ajout de l'amendement. Elle a laissé le temps à ces mots de s'imprimer dans les esprits. 3 professionnels indépendants. 2 expertises étalées sur 7 ans. 2 avocats extérieurs, n'ayant aucun enjeu dans l'affaire. Le moindre argument prétendant qu'Henry Ashford était désorienté, forcé, ou manipulé, devrait affronter un véritable mur de preuves documentées. Une forteresse qu'il bâtissait, depuis bien avant que sa petite fille ne parte pour la fac. L'argument de l'altération des capacités brandi par Glenn, celui-là même qu'il avait récité par cœur, après avoir épluché un site juridique. Était mort et enterré. Le récit d'abus de faiblesse susurré par Diane lors des obsèques. Était réduit à néant. Ils s'étaient avancés dans ce salon, armés de leur seule présomption, de leur sentiment de supériorité, et d'un avocat payé à la carte. Et ils venaient de se fracasser contre 8 années de planification chirurgicale. Une stratégie inattaquable, élaborée par l'homme qui concevait des systèmes d'irrigation capables de durer 4 décennies, et qui avait anticipé la moindre faille de leur embuscade. Le visage de Diane demeurait blême. Glenn fixait désespérément le sol. Leur avocat s'était muré dans un silence de plomb. Ce mutisme a duré environ 8 secondes. Et puis, Diane s'est levée. Sa chaise a raclé douloureusement contre le parquet de bois massif. Un bruit strident et désagréable dans cette pièce si calme. Et son sang-froid s'est fissuré, tel un barrage qui cède sous la pression. C'est de la folie pure, s'est-elle exclamée. Sa voix était aiguë et stridente. Le ton théâtral de la douleur avait définitivement disparu. C'était la véritable Diane qui parlait. Il n'a pas le droit de faire ça. Il ne peut pas tout léguer. 100 millions d'euros. À elle. Elle a pointé un doigt accusateur dans ma direction. Elle n'était qu'une gamine quand elle a débarqué ici. Elle n'était rien du tout. Nous la lui avons confiée,
parce que nous n'avions pas le choix. Vous aviez le choix, a glissé Dal depuis son siège. Il l'a dit doucement. Avec cette façon qu'ont les gens de la Terre, de prononcer des vérités qui n'appellent aucun débat possible. Diane a fait semblant de ne pas l'entendre. Elle s'est tournée, tel un faux vaculé, vers son conseiller juridique. Faites quelque chose. Soulevez une objection. Déposez un recours. L'homme l'a regardé, avec l'expression de quelqu'un qui vient de comprendre que ses honoraires n'allaient jamais couvrir un tel désastre. Madame Mercey, la documentation est pour le moins exhaustive. Une contestation fondée sur l'incapacité mentale serait extrêmement difficile à faire tenir devant un juge, compte tenu des expertises médicales et des témoignages assermentés. Alors trouvez un autre angle d'attaque. Elle tremblait de la tête aux pieds. Glenn a tenté de lui attraper le bras, pour la calmer, mais elle s'est dégagée brusquement. Brian continuait de fixer obstinément la table. Et puis le coup de grâce est tombé. La phrase qui dormait dans les entrailles de ma mère depuis 10 ans. La vérité abjecte qu'elle avait camouflée sous une montagne de silence, des kilomètres de distance, et quelques rares coups de fil, pour quémander de l'argent. Elle s'est tournée vers moi. Les yeux brillants, la mâchoire serrée, elle l'a recraché devant chaque personne présente dans ce salon. Tu étais la seule que nous pouvions nous permettre de perdre. La pièce s'est figée. Il n'y avait plus simplement du silence. C'était de l'immobilité pure. Dal a fermé les paupières. Pet a baissé le regard vers le sol. Frank Bolliot, le plus fidèle compagnon de mon grand-père, a secoué lentement la tête. Marian est restée de marbre. Moi, j'étais assise sur ma chaise près de la fenêtre, l'anneau d'Henri glissé à mon pouce. Et j'ai ressenti le poids incommensurable de cette même phrase, entendue pour la première fois à travers la vitre d'une voiture, alors que je n'avais que 9 ans. Répétée une décennie plus tard. Devant des témoins, qui n'oublieraient jamais ce qu'ils venaient d'entendre. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas haussé le ton. Je suis resté confortablement installé, sur cette chaise que mon mentor avait placée près de la fenêtre, dans la bâtisse qu'il avait érigée de ses propres mains. J'ai dévisagé celle qui m'avait donné la vie, et ma réponse a été lapidaire. Il vous a déjà répondu non par écrit. L'assemblée a poussé un soupir de soulagement. Marian a hoché la tête, un petit mouvement très professionnel, et a continué. Il y a une disposition personnelle supplémentaire, qu'on m'a ordonné de lire. Elle a tourné la page, arrivant presque à la fin du document. À ma petite fille, Iris. À qui j'ai remis l'anneau de mon père, dans la nuit du 11 novembre. Cette bague, portant l'inscription Ashford Guard, et la date du 14 mars 1962, constitue à la fois un héritage intime, et une confirmation de mes intentions. Je l'ai offerte à Iris. Car c'est elle qui est restée. C'est elle qui a travaillé sans relâche. C'est elle qui a gagné le droit de porter ce nom avec honneur. Que la présence de ce bijou à son doigt témoigne du fait que mes volontés ont été exprimées directement. De manière personnelle. Et sans la moindre coercition. J'étais sain d'esprit. Je n'ai subi aucune influence extérieure. J'étais, au contraire, immensément fier. Marian a relevé la tête. Je tenais ma main droite bien à plat sur la coudoir. La bague était bien visible. 14 mars 1962. Ashford Guard. C'était donc là le véritable sens de la consigne, garde-la là où ils pourront la voir. Ce n'était pas une simple parade. C'était un reçu officiel. Une preuve de livraison, digne d'un véritable ingénieur. C'était documenté, soutenu par des témoins, et d'une redoutable précision. La tête de Glenn pendait pitoyablement. Son avocat était déjà en train de ranger ses affaires, dans sa mallette en cuir. Brian n'avait ni bougé, ni prononcé un seul mot. Il fixait intensément l'anneau à ma main, avec un regard indéchiffrable. Peut-être de la colère, peut-être de la honte. Ou alors, c'était la lente prise de conscience, que les parents qui l'avaient choyé, lui avaient menti sur toute la ligne. Diane est restée pétrifiée près de sa chaise. Le mouchoir froissé dans son poing. Les larmes qui coulaient sur son visage, n'avaient plus rien de fin. Elle avait dévoilé sa part d'ombre au grand jour, et la pièce entière en avait été le témoin impitoyable. Aucune réécriture de l'histoire ne pourrait jamais effacer ses propos. Depuis l'au-delà, Henry Ashford avait bâti sa machine ultime, et elle avait fonctionné à la perfection. Exactement selon ses plans.
La lecture a pris fin à 9h52. Marian a fermé son précieux porte-documents. Elle a remercié les témoins, et a proposé de répondre aux questions individuelles, sur rendez-vous. La partie formelle avait duré moins d'1 heure. L'avocat de mon père a été le premier à décamper. Il a serré la main de son client sur le pas de la porte. Il a bredouillé un vague discours, sur l'évaluation de leurs options, puis a marché vers sa voiture, à une allure qui laissait penser qu'il savait déjà pertinemment, qu'il n'y avait plus aucune option à évaluer. Toute contestation déclencherait la fameuse clause couperet, réduisant à néant le don symbolique de 5 000 €. S'attaquer aux facultés mentales du défunt, reviendrait à se heurter de plein fouet, à 2 expertises psychiatriques, et aux attestations de 2 hommes de loi indépendants. Arguer d'un abus de faiblesse, nécessiterait de prouver que moi, une simple étudiante résidant à 3 heures de route, avait réussi à contrôler l'esprit d'un homme, dont la parfaite lucidité avait été certifiée par son propre médecin, 18 mois auparavant. Il n'y avait aucun angle d'attaque. Henri avait colmaté la moindre brèche. Glenn a emboîté le pas à son avocat, sans même m'adresser un regard. Diane s'est attardée. Plantée au beau milieu du salon, crispée sur son sac à main, elle a laissé errer son regard. Sur les murs, les fenêtres, le rebord de la cheminée. La même, où les récompenses d'ingénierie de mon grand-père trônaient encore dans leur cadre. Elle contemplait la demeure, avec le même œil que celui jeté sur la propriété le samedi précédent. Celui d'une acheteuse, à qui l'on vient de signifier sèchement que la vente est annulée. Ce n'est pas terminé, a-t-elle glissé dans le vide. Mais ça l'était. Elle en était pleinement consciente. Je le savais aussi. Chaque individu dans cette pièce l'avait parfaitement intégré. Elle a fini par sortir. Brian est resté le dernier. Il s'est immobilisé sur le seuil, et m'a regardé une dernière fois. Un regard prolongé, totalement illisible. Il a ensuite enfoui ses mains dans ses poches, et a rejoint ses géniteurs dans le SUV loué à prix d'or. Le moteur a vrombi. Le gravier a crissé sous les pneus. Et le véhicule s'est évanoui sur cette même route de terre, que la Buick avait empruntée, 10 longues années auparavant. Je suis resté vissé à ma chaise. Le métal de l'anneau était toujours aussi chaud. Dehors, les pales du moulin brassaient l'air. La maison respirait un calme absolu. Ils n'ont jamais entamé de poursuite. Le conseiller de Glenn a bien fait parvenir un unique courrier à Marian Voss, 2 semaines après la lecture. Une demande timide, pour explorer de potentielles options de médiation. L'avocate a répliqué par un résumé en 3 lignes, rappelant la clause de non-contestation, les attestations psychiatriques, et en leur formulant une invitation très polie, à saisir les tribunaux s'ils le désiraient vraiment. Ce courrier est resté sans réponse. Le versement symbolique de 5 000 € n'a jamais été réclamé durant le délai légal, puis il est retourné dans les caisses du trust. J'ignore comment se sont soldées les dettes de mon père. J'ignore si Diane a jamais daigné rétablir la vérité, auprès des personnes qu'elle avait embobinées lors des funérailles. J'ignore ce dont Brian était intimement convaincu, au moment où il a regagné Portland. S'il s'est raccroché au tissu de mensonges servi par ses parents, ou si la fille qu'il avait découverte dans cet atelier, avait semé une graine de doute qu'il ne pourrait plus jamais déraciner. Il n'a jamais essayé de me contacter. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Je n'ai pas vendu le ranch. Henri ne m'avait jamais demandé de le faire, et même si cela avait été le cas, j'aurais refusé. Les écuries Ashford ont poursuivi leur activité. Dal et Pett ont conservé leur poste. J'ai engagé 2 ouvriers supplémentaires, ainsi qu'un vétérinaire à temps partiel, pour gérer l'augmentation de notre offre de pension. J'ai bouclé mon diplôme d'ingénieur à distance. J'ai lancé mon entreprise, depuis cet atelier mythique où mon grand-père m'avait appris à souder des composants. Et j'ai déposé 3 nouveaux brevets, au cours de mes 2 premières années d'exercice. Mais ma plus grande fierté n'est pas mon entreprise. 18 mois après le règlement de la succession, j'ai fondé la fondation Henri Ashford pour l'espoir. L'espoir d'Henri, pour faire court. Elle propose des apprentissages manuels, des aides au logement, et un programme de mentorat, pour les jeunes qui sortent du système de placement familial. Chaque mois de juillet, le ranch accueille un grand programme d'été. 8 jeunes. 6 semaines. Au menu, des travaux pratiques avec les chevaux, de la soudure, et les bases de l'ingénierie. C'est exactement le même cursus qu'Henri m'avait concocté. L'abandon en moins. L'atelier dégage toujours cette même senteur familière. Un mélange rassurant de cuir de sel, et d'huile mécanique.
Le moulin à vent brasse inlassablement l'air. Et chaque gamin qui franchit le seuil de cette grange, reçoit la même première instruction que moi, il y a 22 ans. Pas un laïus interminable sur la résilience. Pas un fascicule sur l'estime de soi. Juste une clé anglaise, un tabouret, et la voix d'un homme qui résonne en boucle dans ma mémoire, tu vas travailler. C'est en travaillant, qu'on évite de se noyer. Mon grand-père ne m'a jamais rien offert sur un plateau d'argent. Il m'a appris à mériter le droit de conserver ce que je possédais. Et puis, il m'a enseigné la partie la plus ardue, comment le transmettre aux autres. C'est le seul et unique héritage qui ait jamais compté. Voilà mon histoire. Une valise à 9 ans. Une bague à 19. Et un patronyme que j'ai gagné le droit de porter avec fierté. Si une personne vous a élevé alors qu'elle n'en avait aucune obligation, dites-lui merci aujourd'hui. Si ce récit a su vous toucher, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci de m'avoir écouté. Laissez un commentaire, cliquez sur s'abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.